Il est 13 h à Bamako, 15 h au Vatican, à Rome en Italie, un dimanche aux couleurs de la fête pascale. Fête de Pâques, les cloches ont sonné ce dimanche, les églises ont fait le plein, prières, chants et homélies ont marqué cette célébration au cœur de la foi chrétienne. Une journée empreinte de spiritualité mais aussi de convivialité dans les foyers. À Rome, pour la première fois depuis le début de son pontificat, le pape François n'a pas prononcé le message Urbi Orbi pour Pâques. Le journal. Moussa Papa Aïdara. Et nous recevons comme invité de ce 13h dimanche le directeur national de l'agriculture. Avec lui, il sera question du programme national du système de riziculture intensif lancé en début de semaine par le Premier ministre. Un programme qui ambitionne de produire plus de 5 millions de tonnes de riz à l'horizon 2030. Actualité hors de nos frontières au Sénégal, 5 anciens ministres de Macky Sall sont dans les collimateurs de la justice. Ils sont accusés de détournement des deniers publics. En République démocratique du Congo, le retour de Joseph Kabila à Goma est fortement controversé. Les autorités congolaises ont même suspendu les activités de son parti, accusé de silence complice. Et puis fin de course ce dimanche de la 11e édition du Tour cycliste international du Mali avec l'étape Koulikoro et Bamako. Cannes U17 Maroc 2025. La compétition a connu son épilogue hier avec le sacre du pays hôte. En finale hier, le Maroc a gagné contre le Mali 4-2 au tir au but. Dans Focus Santé, Koumba Cissé nous ouvre les portes de la clinique périnatale Mohamed VI de Bamako. Cette structure sanitaire publique est dédiée à la promotion de la santé de la mère et de l'enfant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. La communauté chrétienne du Mali, à l'instar des chrétiens du monde entier, célèbre ce dimanche Pâques ou la résurrection de Jésus-Christ. Condamné à mort, crucifié et enterré le vendredi saint, il ressuscite d'entre les morts tôt le dimanche matin, comme il l'avait prédit à ses disciples. À l'école de la cathédrale, la veillée pascale ou encore veillée de prière est marquée par la célébration de l'Eucharistie. L'Eucharistie, bien ou rencontre avec le vainqueur de la mort, la tenue en main des flambeaux allumés et le baptême de 8 catéchumènes adultes. On fait le compte rendu avec Faneba Keïta. Après 40 jours de cheminement spirituel, nous voici à l'ère où la lumière est ressurgie. Jésus-Christ condamné à mort, crucifié et enterré le vendredi saint et revient d'entre les morts le 3e jour, tôt ce dimanche matin. Une lumière splendide envahit le monde. La vigile pascale, ou veille pascale, est donc une veille de prière dans l'attente du Christ ressuscité. La lumière du feu symbolise la victoire de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres. C'est l'effervescence dans toute la Galilée. La résurrection de Jésus-Christ annoncée à Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, à l'aube, confirme l'ancienne appellation donnée au cimetière chrétien, l'auberge de passage. L'abbé Noël Samaké, curé de la paroisse Sacré-Cœur et vicaire de l'archidiocèse de Bamako. C'est Pâques, la plus grande fête chrétienne de l'année. C'est la fête de la vie, de la chaleur du temps et de la chaleur humaine, de la joie et du renouveau. La liturgie de Pâques est empruntée de paix et de sérénité. Le Seigneur est ressuscité. Le soleil s'est levé. Ne cherchez plus parmi les morts celui qui est vivant. Il a brillé. Il a brisé les verrous de la mort. Jésus avait dit à Marie, la sœur de Lazare, « Je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Mais nous dit Isabelle Akuta, chrétienne de la paroisse Sacré-Cœur de Bamako. Aujourd'hui, tous mes soucis d'abord, en particulier, et tous les soucis en général des chrétiens ont été engloutis par la mort du Christ. Et aujourd'hui, nous sommes revêtus d'un habit nouveau. Nous revêtons la gloire du Christ ressuscité. Les 8 catéchumènes adultes baptisés qui acceptent ainsi d'intégrer la grande famille du Christ et tous les chrétiens du pays implorent le Seigneur pour qu'il étende au Mali et dans tout l'espace AES son salut, la cohésion sociale, la paix et la prospérité.
Claudine Imelga Dongmo Tabakem, catéchumène adulte baptisé. Ma mission, c'est de proclamer la parole, c'est de répandre la parole nouvelle. L'abbé Noël Samaké, curé de la paroisse Sacré-Cœur et vicaire de l'archidiocèse de Bamako. Il est vrai que nous vivons dans un monde de morts. Des milliers de personnes ont perdu la vie à cause des guerres durant les siècles derniers. Des milliers de morts à cause du terrorisme dans notre sous-région, dans notre pays. De discrimination, de violence, de terrorisme, de suicide, de drogue, d'abus d'alcool, de mauvaises habitudes alimentaires, de manque de respect pour la nature. Mais nous voulons lutter contre ces phénomènes. La communauté chrétienne catholique profite de cette célébration liturgique de la fête de Pâques pour souhaiter prompt rétablissement à Monseigneur Robert Cissé, archevêque de Bamako. Autre souhait formulé, que le Christ fasse d'eux des porteurs de vie et d'espérance. Que ces bougies et ce siège pascal allumé, synonyme d'une vie nouvelle, spirituelle, illuminent leur cœur et fassent d'eux des filles et fils ressuscités. Et oui, le Seigneur est ressuscité par la célébration de l'Eucharistie ou rencontre avec le vainqueur de la mort. Parlons environnement, vous le savez certainement, les déchets au lieu d'être nuisibles pour notre environnement et pour notre santé peuvent être recyclés et servir à d'autres fins utiles. La Fondation ASEN et plusieurs associations mènent la sensibilisation à travers la Journée internationale du recyclage zéro déchet. C'est sous le thème enjeux et opportunités de l'économie circulaire au Mali. L'activité bénéficie du soutien de la mairie du district et du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Bah Traoré pour les explications. La ville de Bamako produit 2000 tonnes de déchets par jour selon un responsable de la délégation spéciale de la mairie du district. Ces déchets qui dégradent l'environnement et qui sont nuisibles pour la santé peuvent servir à autre chose. Ils peuvent être recyclés et transformés pour diverses utilités. La Fondation ASEN et un groupe d'associations sont dans cette optique, d'où cette journée internationale du recyclage et zéro déchet célébrée sous le thème enjeux et opportunités de l'économie circulaire au Mali. Bamadou Sidibé, point focal de la Fondation ASEN. Il s'agit de sensibiliser les populations sur la problématique de l'assainissement de nos villes et la nécessité également de valoriser nos déchets pour les réduire et pour protéger l'environnement. André Mer Baratogo, représentant de l'association Citizen Mali. Alors, l'accompagnement consiste à pouvoir réellement présenter des technologies et aussi sensibiliser la population sur réellement un changement de mode, de leur manière de pouvoir vivre et voir comment est-ce que nous pouvons valoriser les déchets au bénéfice de la population. Organisée en collaboration avec la mairie du district de Bamako, la journée est parrainée par le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Moussa Bokoum, représentant de la délégation spéciale de la mairie du district. Minimiser la quantité de déchets, en tout cas l'essence même c'est de faire en sorte que nous produisons moins de déchets et les déchets que nous produisons, que nous arrivons à les recycler au maximum et à les valoriser pour en faire des richesses. C'est là la notion de l'économie circulaire. Cheikh Omar Traoré, représentant du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. L'économie circulaire contribue à une meilleure gestion des déchets par toutes les parties prenantes du Mali, ainsi qu'au développement d'un système entrepreneurial, contribuant ainsi à réduire le chômage et promouvoir un développement durable pour le bien-être des populations. L'activité s'inscrit dans la mouvance de la Journée internationale du recyclage et zéro déchet que les Nations Unies célèbrent le 18 mars de chaque année depuis 2022. 13h09. Je vous l'annonçais dans les titres. Produire plus de 5 millions de tonnes de riz à l'horizon 2030. Telle est l'ambition des producteurs de riz du Mali. Pour y parvenir, un programme national du système de riziculture intensif a été lancé. Comment mobiliser les ressources financières? C'est l'objectif d'un forum national sur le financement durable de ce programme qui a eu lieu à Bamako. Déjà à l'ouverture des travaux, le Premier ministre qui présidait la cérémonie a promis que l'État apporterait 60% du coût du programme, estimé à plus de 14 milliards de francs CFA. Eh bien, pour en parler plus largement, nous recevons le directeur national de l'agriculture, Souleymane Yakouba. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur Aïdara. Merci de votre présence. D'abord, est-ce que le Malien mange le riz à sa faim? Merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur votre antenne par rapport à ces vastes programmes que nous avons voulu
pour que nous puissions satisfaire les besoins riz du Mali. Bon, je dirais que d'une façon générale, en tout cas, nous sommes jusqu'à preuve de contraire à plus de 3 millions de tonnes de riz paddy. Maintenant, dans les dispositifs d'organisation de la filière sur l'ensemble du territoire national, de faire en sorte que le riz malien n'est pas disponible sur l'ensemble du territoire national. Donc nous avons compris qu'après les récoltes, si vous avez constaté, nous avons une forte quantité de riz qui passe par nos frontières par rapport à la qualité du riz dans nos pays voisins. Et vous avez constaté effectivement que 90% de nos exploitants agricoles sont des exploitants agricoles familiaux. Donc la plupart font le stock dans leur famille. Donc il est très difficile souvent de voir que ce riz est mobilisé ou bien mobilisable sur le marché national. Fort de tous ces constats, et avec ce dispositif de riziculture intensif, on veut renverser la tendance pour rendre le riz marchand disponible pour l'ensemble des Maliens et voire exporter dans la zone AES et pourquoi pas au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Très bien. En tout cas, on veut avoir du riz dans nos assiettes. Ah oui, c'est ce qui est notre ambition. Donc, vous savez que le riz est une denrée stratégique pour le Mali. Et le gouvernement, les plus hautes autorités, nous ménageons aucun effort pour nous donner des instructions afin que, en tout cas, ce riz soit disponible pour les Maliens. Très bien. Alors, vous parlez de système de riziculture intensive. Qu'apporte concrètement ce système par rapport aux autres méthodes traditionnelles? Comme je l'avais si bien dit, c'est un système innovant, en tout cas de production de riz, qui consiste effectivement à innover le système conventionnel, c'est-à-dire que le système qui a été introduit au Mali en 2007, qui consiste d'abord sur 3 principes. Le premier principe, c'est le repiquage précoce des plants. À partir de 8 à 15 jours déjà de la pépinière, on peut procéder à repiquer. Et à partir aussi de la dose, on peut effectivement trouver du riz que l'on peut mettre un seul plan par bouquet. Et effectivement, après cela, on utilise l'engrais organique. Donc, l'écartement qui est utilisé, c'est toujours 25 cm sur 25, permet de mécaniser le système de riziculture. Dans les autres, le système conventionnel, c'était 15 cm sur 15 cm, la densité est forte. Le riz n'a pas le temps, l'environnement pour extérioriser le potentiel. Quand bien ça peut être du riz qui peut donner 6, 7, 8 tonnes à l'hectare, le fait qu'on l'a mis dans des conditions environnementales hostiles, il est très difficile de mobiliser ce rendement. C'est pourquoi ce système a été expérimenté depuis 2007. À partir de 2020, on a déjà commencé à faire des ébauches, en tout cas dans l'ensemble des différents bassins de production. Et aujourd'hui, on est convaincu que ce système de riziculture peut booster la production du riz au Mali. C'est pourquoi on a initié ce programme, qui est devenu un programme national. Voilà. Vous le dites, c'est tellement technique qu'on pourrait le comprendre quand vous nous dites, par exemple, qu'en faisant ce système SRI, à l'hectare, on peut obtenir jusqu'à combien, par exemple? Bon, le système conventionnel, on est environ à 2-3 tonnes à l'hectare avec les dispositifs, mais avec ça, on peut augmenter à plus de 50% le rendement de la production, tout en préservant l'environnement. Parce qu'on va utiliser moins d'engrais chimiques, on va utiliser moins d'eau, on va utiliser moins de la main-d'œuvre pour le sarclage. Donc, vraiment, c'est vraiment un dispositif qui nous a convaincus, que nous avons évalué. Et nous allons procéder aujourd'hui à sa mise en échelle. Et nos producteurs sont formés à ce nouveau système? C'est pourquoi on a dit de mettre en place ce programme. On a déjà des champs écoles qui sont des échantillons, qui ont été sur l'ensemble du territoire national, dans les offices. Et on a formé en tout cas des viviers, des exploitants agricoles qui maîtrisent la technique. Maintenant, pour mettre ça en échelle, il va falloir trouver les moyens pour faire, en tout cas, vulgariser ça sur l'ensemble du territoire national. C'est d'où le programme, avec en tout cas un budget de 14,5 milliards de francs CFA. On va revenir tout à l'heure, mais pourquoi le cap de 5 millions de tonnes de riz d'ici 2030? Est-ce un objectif réaliste compte tenu des capacités actuelles de production? Voilà, c'est pourquoi nous, on a dit, c'est un programme que nous avons envisagé avec des indicateurs. Nous avons, en tout cas, si on pourra mettre tout ce que nous avons prévu, il va de soi qu'en 2030, si tout se passe comme prévu, atteindre en tout cas les 5,5 millions de tonnes. Donc ça, c'est en tout cas des objectifs qu'on s'était fixés. Donc si les moyens ont suivi, et tout ce que nous avons prévu comme méthodologie, comme formation, comme pratique,
Il va de soi qu'en 2030, comme on a prévu, on va évaluer. Mais nous, on a bel espoir qu'on pourra atteindre les objectifs. Si tout se passe comme prévu. Et l'État promet de couvrir 60% du coût du programme, que vous l'aviez dit, 14 milliards de francs CFA. Alors, comment seront mobilisés les 40% restants? D'où la nécessité du forum. Nous avons initié ce forum pour, en quelque sorte, vendre le programme avec nos partenaires techniques et financiers. Nous avons dit tous les partenaires techniques et financiers qui respectent nos principes et nos valeurs. Nous avons expliqué, en tout cas, nous avons détaillé le budget, comment ça doit se passer. On a dit 59% du budget va être dans le renforcement des capacités des bénéficiaires, les coopératives, la société civile, les jeunes, les femmes. En tout cas, si un partenaire est intéressé, il peut intervenir. Et nous avons aussi, l'autre partie, c'est le renforcement des capacités des agents, on appelle l'appui conseil, pour former les exploitants agricoles à la nouvelle technique. Ça, c'est environ 3,5 milliards. Donc l'État est déjà dans la mouvance parce que les agents de l'État, c'est ceux qui sont chargés de mettre en application ces innovations. Il suffit de les trouver les moyens pour le déplacement, pour qu'ils puissent mettre en échelle. Et l'autre pan du budget, c'est la coordination et la suivi-évaluation, 2,5 milliards de francs CFA, soit 17% du budget total. Mais on est convaincu parce que déjà, au forum qui a été le 17 avril, à l'hôtel Salam, à Zalaï, présidé par le Premier ministre, nous avons déjà des manifestes, des gens qui ont signé. L'ambassade de l'AES, le Niger est là, les Burkina, ils ont signé. Nous avons l'Allemagne qui a signé. Nous avons certains partenaires comme l'Éléphant Vert, le Doutoloma et d'autres partenaires, j'en passe. Ah, finalement, les 40%, finalement. Bon, en fait, c'est des manifestes, quoi. Nous suivons, quoi. En tout cas, nous suivons, vous savez, la mobilisation des ressources financières, c'est aussi une pédagogie. Très bien. Voilà, donc nous allons suivre, en tout cas, nous avons été instruits par le Premier ministre à pouvoir boucler en tout cas, les financements pour qu'en 2030, nous puissions atteindre les objectifs de 5,5 millions de RIPADI comme prévu. Très bien. En tout cas, c'est sur une bonne voie. On espère, parce que nous avons conçu ce programme à faire une approche participative de tous les partenaires pour voir, pour éviter. En tout cas, nous évaluons période et puis nous prenons des décisions qui s'imposent. Très bien, merci beaucoup. Merci. Monsieur le directeur national de l'agriculture, Souleymane Yakouba, merci d'être passé par là. Merci. Et on espère qu'on aura beaucoup de riz dans nos assiettes très prochainement. Merci. Des riz de bonne qualité. De bonne qualité. Merci. Merci beaucoup. Merci. Suite de ce journal. Au Sénégal, nous recevrons donc alors Lassine Keita. Bonjour. Bonjour Moussa Papa. Tu as mangé déjà ou pas? Non, je n'ai pas mangé. Ok, peut-être on vous donnera aussi un plat de riz. Au Sénégal, 5 anciens ministres de Macky Sall sont dans les collimateurs de la justice. Ils sont accusés de détournement des deniers publics. L'information a été donnée par le procureur général près la cour d'appel de Dakar lors d'une conférence de presse. Alors, vous suivez ce dossier, M. Keita, pour la rédaction. La justice sénégalaise est vent debout contre les délits financiers. Une justice sénégalaise mobilisée à mettre fin au détournement des deniers publics, mais aussi à renflouer les caisses de l'État. Des présomptions de détournement des deniers publics pèsent sur 5 anciens ministres de l'ex-président Macky Sall, a fait savoir le procureur général près la cour d'appel de Dakar. Même si leur identité n'a pas été dévoilée, Mbacké Fall, le procureur général, a indiqué avoir transmis leur dossier à l'Assemblée nationale afin qu'elle décide ou non de déclencher des poursuites à leur encontre devant la haute cour de justice. 27 autres personnes ont été inculpées depuis le début de la semaine pour détournement des deniers publics, escroquerie, corruption, a indiqué le procureur général Mbacké Fall dans le cadre de malversations présumées dans l'utilisation des financements spéciaux dédiés à la riposte contre le coronavirus entre 2020 et 2021. De son côté, le procureur de la République, Ibrahima Ndoye, a promis de continuer les reproches pour identifier tous les individus, toutes les personnalités à quelque niveau qu'elles se situent pour espérer encore une fois procéder au recouvrement de ces derniers selon ces termes injustement, illégalement et indignement spoliés au peuple sénégalais. Ce mouvement a permis déjà de faire des saisies de 15 milliards de francs CFA et d'interpeller 262 personnes impliquées dans 292 dossiers financiers dans le cadre des enquêtes menées par le pôle judiciaire financier du Sénégal. Moussa Papa. Merci, Lansine Keita, à l'instant sur le dossier sénégalais. En République démocratique du Congo, le retour de Joseph Kabila à Goma est fortement controversé. L'annonce de sa présence le vendredi dernier a suscité
provoqué une vive controverse entre l'UDPS, parti au pouvoir, et le PPRD, son propre parti. Les autorités congolaises ont même suspendu les activités de son parti, accusé de silence complice. Bonjour Mohamed Sangaré. Bonjour Moussa Papa Aïdara. Alors, quels sont les objectifs de Kabila en se rendant à Goma? Oui, accusé de collision avec les rebelles du M23, l'ancien président Kabila cherche à s'imposer comme acteur clé face à un pouvoir fragilisé. Son arrivée à Goma, ville stratégique contrôlée par le M23, soutenue par le Ouganda depuis janvier, significative. Cette rébellion a causé environ 3000 morts et 7 millions de déplacés. Après un silence observé depuis son retrait du pouvoir en 2019 et son départ en Afrique du Sud en 2023, Kabila justifie son retour par la dégradation sécuritaire et l'effondrement des institutions, annonçant vouloir débuter sa réinstallation par l'est du pays face au péril en la demeure. Selon un de ses collaborateurs, son objectif est de participer aux efforts de paix et de prendre part à la recherche de solutions face à une situation où tout le monde parle du Congo sans les Congolais. Préparant son retour depuis plusieurs mois, Kabila a restructuré son parti PPRD, nommé de nouveaux cadres et critiqué la stratégie sécuritaire du pouvoir. En 2023, il avait interdit à ses partisans de participer aux élections sous Tshisekedi, marquant une rupture totale. Réélu fin 2023, Tshisekedi traverse une phase d'affaiblissement confrontée à une crise sécuritaire majeure, à la perte des bastions stratégiques et à des négociations infructueuses avec les M23. Il a proposé un gouvernement d'union nationale début 2025 appelant à l'unité face aux querelles internes et des manipulations extérieures. Moussa Papa Aïdara. Mohamed Sangaré, merci beaucoup pour toute cette actualité sur la République démocratique du Congo. Voyons le reste de l'actualité en pointillé avec vous, Ousmane Dao. Bonjour. Bonjour Moussa Papa Aïdara. Alors en Tunisie, le verdict dans l'affaire du complot contre la sûreté de l'État est tombé. Sur les 40 accusés dans cette affaire, 8 sont actuellement en détention. La justice a prononcé des peines allant de 4 à 66 ans de prison. L'homme d'affaires Kamel El Taïf a reçu la plus lourde peine, 66 ans de prison. Ensuite, l'homme politique Kayen Turki a été condamné quant à lui à 48 ans. Et Noureddin Biri, membre du parti islamiste Ennahda, ancien ministre de la Justice, mais également député, a été condamné à 43 ans de prison. Les avocats de la défense ont dénoncé l'absence de garantie d'un procès équitable et ont déclaré faire appel de ce procès. Justice toujours, Madagascar. Un député a été condamné en première instance par le pôle anticorruption dont on arrive à 10 ans de prison pour trafic de tortues. Ça vous étonne et ça ne doit pas l'être puisque les tortues sont considéré sur la grande île comme sacré et l'affaire c'est en décembre dernier. Il avait été arrêté en possession d'une centaine d'animaux appartenant à une espèce protégée. Les arrestations pour trafic de ressources naturelles sont fréquentes sur la grande île et les condamnations à de lourdes peines sont plus rares, comme ce fut le cas pour le député. Pour le moment, le député en question n'a pas été déchu de son mandat. Il est pourtant incarcéré, mais son suppléant va le remplacer. Il a 10 jours pour faire appel. D'accord. En Russie, le président Vladimir Poutine a ordonné hier aux soldats russes d'observer un cessez-le-feu en Ukraine à l'occasion de la fête de Pâques. Et cette décision restera en vigueur jusqu'à la nuit de dimanche à lundi. Selon le chef de l'État russe, la réponse de l'Ukraine montrera la sincérité du régime de Kiev, sa volonté et sa capacité à respecter les accords, à participer au processus de pourparlers de paix visant à éliminer les causes profondes de la crise ukrainienne. Au Vatican, ce dimanche, pour la première fois depuis le début de son pontificat, le pape François n'a pas prononcé le message Urbi Orbi pour Pâques, mais le souverain pontife est apparu au balcon de la basilique Saint-Pierre devant des milliers de fidèles rassemblés à l'occasion des célébrations pour la fête de Pâques. C'est une image que les fidèles catholiques attendaient depuis longtemps. Le pape François, 88 ans, est apparu ce dimanche au balcon de la basilique Saint-Pierre au Vatican à l'occasion de la bénédiction Urbi Orbi. À l'occasion de la célébration de Pâques, la fête la plus importante du calendrier chrétien. Assis
En fauteuil roulant, sans canule nasale à oxygène, il a salué la foule, lui souhaitant de joyeuses Pâques. Des milliers de personnes s'étaient rassemblées sur la place avec l'espoir de le voir donner sa traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi, c'est-à-dire à la ville et au monde entier. Mais c'est le cardinal Angelo Comastri qui a lu le message Urbi et Orbi. Moussa Papa Aïdara, le pape François s'est offert quand même sur la place Saint-Pierre un ben foule dans sa petite voiture appelée Papa Mobile. Le souverain pontife est en convalescence après avoir quitté il y a un mois à peine l'hôpital Gemelli de Rome où il avait été admis pendant plusieurs semaines. Papa Mobile, à ne pas confondre avec Papa Aïdara. Ah non, surtout pas. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter bonne fête de Pâques, Ousmane. Merci à vous également. Suite de ce journal. Du sport à présent, les rideaux sont tombés ce dimanche sur la 11e édition du Tour cycliste international du Mali avec comme grand vainqueur le Belge Björn de Decker, maillot jaune de la compétition. Mais la 7e et dernière étape, Koulikoro Bamako, a été remportée aujourd'hui par le Malien Tchemoro Djamontene pour sa 2e victoire d'étape successive. Il est suivi de son compatriote Daouda Djiré et du Marocain Araïl Zouer. Et quant au football, le championnat national boucle sa 18e journée ce dimanche. 3 rencontres sont au programme. Et puis CAN U17 Maroc 2025, la compétition a connu son épilogue hier avec le sacre du pays hôte. En finale hier, le Maroc a gagné contre le Mali 4-2 au tir au but. Voyons tout cela avec Fotigui Tunkara. CAN des moins de 17 ans Maroc 2025, le trophée ne viendra pas au Mali. Les aigles cadets du Mali ont perdu en finale hier contre les Lionceaux de l'Atlas du Maroc 4-2 au tir au but. Au terme du temps réglementaire, les scores étaient de 0-0. Champion d'Afrique en 2015 au Niger et en 2017 au Gabon, le Mali, à nouveau finaliste, se contente de la 2e place comme en 1997 au Botswana. Le podium est complété par la Côte d'Ivoire, vainqueur du Burkina Faso samedi en match de classement 4-1 au tir au but. Les scores étaient d'un but partout au bout du temps réglementaire. Ligue des champions d'Afrique de football, les demi-finales ont accouché hier de 2 nuls vierges. Les Sud-Africains des Mamelodi Sundowns et les Égyptiens du National Al-Ahly ont fait match nul 0-0. Dans l'autre rencontre, Orlando Pirates d'Afrique du Sud et Pyramide FC d'Égypte ont également fait jeu égal 0-0. Les matchs retour s'annoncent décisifs vendredi prochain. En Coupe de la Confédération, les demi-finales allaient se disputer ce dimanche. En première demi-finale, Simba SC de Tanzanie joue contre Stellenbosch d'Afrique du Sud. Coup d'envoi de ce match 13h. En deuxième demi-finale, la Renaissance sportive de Berkane affronte le 16 Constantine d'Algérie. Coup d'envoi de ces matchs 19h. Les matchs retour se jouent dimanche prochain. Championnat national de Ligue 1 professionnelle, la 18e journée se termine ce dimanche avec 3 rencontres. À Kati, au stade Salfou Keita, l'US Bougouba a rendez-vous avec Afé à 16h30. En Tomikrobougou, au stade Mamadou Konaté, Binga FC défiera le Djolba AC à 17h. Puis à 19h15, l'AS Bakardian et Barawili sera opposé à l'ASCO. Quelques résultats ont été enregistrés hier. Le leader Stade Malais de Bamako a battu l'Esface 2-0. Le premier FC Diarra a perdu contre l'AS Riral 1-0. Les 11 créateurs de Nyarila se sont imposés devant les Étoiles du Mandé 2-0. L'US Bougouni à domicile s'est incliné devant l'AS Police 2-1. Fin hier de la 9e journée du championnat national de première division de basketball. En dames, le Stade Malais de Bamako a battu le Djolba AC de justesse 55-54. L'Isface a gagné contre l'AS Commune 5 80-55. L'AS Police a dominé le CRBT 82-61. KSC l'a emporté devant l'AS Real 77-70. En hommes, le Stade Malais de Bamako a pris le meilleur sur Atar Club de Kidal 77-72. L'AS Police a eu raison du CRBT 69-55. Le CMK a disposé de l'AS Real 60-54. La 10e journée commence mardi. L'édition 2025 du traditionnel meeting de 100 en athlétisme referme ses portes ce dimanche avec les épreuves phares comme le 100 mètres hommes, le 200 mètres hommes et femmes, les 800 et 5000 mètres hommes et les relais 4x200 hommes et femmes, entre autres. Après les éliminatoires de la matinée, les finales se disputeront dans l'après-midi. Focus Santé. Focus Santé de ce dimanche fait un zoom sur la clinique périnatale Mohamed VI de Bamako. Cette structure sanitaire publique dédiée à la promotion de la santé de la mère et de l'enfant dispose de 3 services avec une capacité globale de 79 lits. Il s'agit du service de gynécologie obstétrique, celui de la pédiatrie, de néonatologie, un service de réanimation et de soins intensifs. L'imagerie médicale et le laboratoire sont également disponibles. Pour plus de détails sur le savoir-faire de cette clinique, suivant Koumba Sissé. Don du royaume marocain au peuple malien, la clinique périnatale Mohamed VI, située à Sébenikoro, est créée il y a quelques années pour prendre en charge les grossesses à haut risque et les enfants de 0 à 59 mois.
À cet effet, elle est dotée des appareils permettant d'apporter des soins de qualité aux patients. À la maternité de la clinique, si une femme enceinte arrive, elle est accueillie dans la salle d'urgence où toutes les décisions de traitement la concernant sont prises grâce à des équipements disponibles. La salle d'accouchement, quant à elle, est dotée d'une table électrique qui s'adapte à toutes les positions que la femme en travail désire. Au cours de l'enfantement, les équipements nécessaires sont là pour contrôler l'état de la femme ainsi que du futur bébé et signaler un danger quelconque. Professeur Abdoulaye Sissoko, chef de service de gynécologie obstétrique de la clinique périnatale Mohamed VI. Nous avons le monito, ça permet de prendre les paramètres, la tension, la température, les battements du cœur de la maman. En cas de problème, que ce soit du côté maternel ou du côté fœtal, l'appareil même peut nous signaler avec l'alerte et on fera ce qu'il faut comme prise en charge adéquate. À la pédiatrie, précisément à la néonatologie, les prématurés sont suivis à travers des couveuses et d'autres appareils permettant de contrôler tous les paramètres des bébés. Professeur Fatoumata Léonie François Diakité, chef de service de pédiatrie et néonatologie de la clinique périnatale Mohamed VI. On désinfecte les nouveau-nés, on stabilise et puis on voit tous les paramètres avant de les faire rentrer en salle. Si c'est des nouveau-nés prématurés, nous allons les mettre dans la couveuse. Et en même temps, nous avons, pour faire passer l'alimentation et les médicaments, nous avons des pouces seringues électriques. Ça permet de mettre la quantité de perfusion que nous voulons faire passer en 24 heures. Nous disposons de l'appareil de photothérapie très performant qui permet d'éliminer l'ictère néonatal qu'on appelle jaunisse chez les nouveau-nés. Nous savons que l'ictère néonatal, ça peut monter au niveau du cerveau, détruire les cellules du cerveau et entraîner des infirmités à vie. Ces 2 dernières années, nous avons réalisé plus de 3000 consultations pédiatriques des enfants de 0 à 5 ans et nous avons hospitalisé environ 300 nouveau-nés, dont majoritairement des nouveau-nés prématurés. En cas de problème de santé, le bébé est transféré à la néonatologie, la maman à la salle de réanimation et soins intensifs. Professeur Seydina Alioune Bey, chef de service de réanimation et soins intensifs de la clinique périnatale Mohamed VI. Le service de réanimation mère a une capacité de 6 lits. Tous les lits sont équipés de moniteurs pour prendre en charge les femmes qui viennent en détresse respiratoire ou en détresse circulatoire ou en détresse neurologique dans le péripartum, c'est-à-dire dans les périodes qui entourent l'accouchement. Et au niveau des soins intensifs, la modernité touche aussi les appareils qui vont faire circuler les médicaments. Et nous pouvons effectuer des radiographies au lit des malades. Fatoumata Magiraga, directrice générale de la clinique périnatale Mohamed VI. La clinique périnatale Mohamed VI n'est pas utilisée à hauteur de souhait. Pour la plupart de la population, donc, ils pensent que nous sommes une structure privée. Or, tel n'est pas le cas. Nous sommes là au même titre que les autres structures publiques. Donc, la population doit savoir cela pour pouvoir l'utiliser à bon escient. Le service de l'imagerie médicale et le laboratoire sont ouverts à tous les patients qui peuvent y faire leurs examens médicaux. Focus Santé. 13h33. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition présentée par Moussa Papa Aïdara. Tous les plaisirs étaient pour moi. Mise en monde bien assurée par Bintou Traoré. Mise en ligne Amadisso. Réalisation et coordination Ousmane Dao. Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, gardez le sourire. Quoi qu'il arrive, belle fête de Pâques à toute la communauté chrétienne et à très vite.